vers une nouvelle guerre froide dans le Golfe Persique. Évidemment, depuis le 8 mai et la décision de Donald Trump de annuler, enfin plutôt de sortir de l'accord nucléaire du 14 juillet 2015 à Vienne, dit en anglais, enfin dans son acronyme britannique, enfin en anglais JCPOA, se pose la question d'une confrontation de plus en plus évidente et directe entre les deux principales puissances du Golfe Persique, que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui se voient toutes les deux, ces puissances, comme chefs de file d'un ensemble géopolitique, d'un axe, d'une coalition qu'on nommera, qu'on exposera et dont on analysera les forces et les faiblesses. Cette décision de sortir de l'accord, qui de fait, de facto, va finir par l'annuler, à moins que les Européens puissent construire un mécanisme qui le préserve, mais je pense que ça me paraît extrêmement peu probable, renforce, comme je disais, les risques d'une confrontation. Et c'est là que se pose la question d'un changement éventuel de régime, qui semble être quand même à la base de cette décision, ou sous-jacente à cette décision américaine, ce qu'a confirmé la déclaration du secrétaire d'État américain Mike Pompeo hier, lorsqu'il pose 12 conditions pour que l'Iran puisse réintégrer le concert international, du moins tel que le conçoivent les États-Unis. 12 conditions qui reviennent à une sorte de suicide politique ou de reddition d'un régime, donc, puisque on ne connaît pas de régime qui ait décidé de lui-même de se suicider, en général, cela mène à la question de comment changer ce régime. L'Arabie Saoudite est partie prenante des différents processus qui sont mis en jeu par cette décision américaine, mais il y a un grand absent qui est l'éléphant comme dans la pièce, comme on le dit, c'est-à-dire Israël, qui est le troisième partenaire de ce jeu qui se joue au Moyen-Orient. On va aussi s'interroger sur la notion de guerre froide. Il y a, si le modèle c'est la guerre froide qui a été en place entre, on va dire, 1945 et 1991, au temps de la grande confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique, il y a des similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences. Peut-être l'absence de règles du jeu, l'absence d'une dissuasion réelle, et le fait que les acteurs ne veulent pas que l'autre accède à une dissuasion, ou du moins à un déséquilibre de type dissuasif, de type dissuasion nucléaire. On va analyser peut-être aussi ces alliances. Quelle est leur solidité? Est-ce qu'il existe une OTAN dans le Golfe? J'en doute. Est-ce que l'Iran et ses alliés, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, fonctionnent exactement comme l'URSS à l'époque avec ses satellites et son camp? Ce n'est pas évident. Là aussi, le résultat des élections irakiennes peut être intéressant de ce point de vue-là. Et enfin, comme on l'a dit, il y a un troisième acteur qui est Israël et qui change beaucoup toute cette donne. J'ai assez parlé comme ça, déjà que j'étais en retard, donc je vais passer la parole à Clément Terme, qui est un grand spécialiste reconnu de l'Iran et qui est chercheur en ce moment, chercheur à l'International Institute for Strategic Studies de Londres, et qui a été auparavant chargé d'assistant de recherche à l'IFRI sur l'Iran en particulier. Voilà, il a effectué sa thèse de doctorat sur les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979, ce qui se révèle particulièrement utile en ce moment. Ok, merci Christophe. Merci pour la présentation et merci à l'IREMO pour l'invitation. S'agissant de la politique arabe de l'Iran, je pense que le point de rupture ces dernières années, c'est les printemps arabes de 2011. À partir de 2011, toute présence iranienne dans le monde arabe devient intolérable du point de vue des États arabes, qui se perçoivent eux-mêmes comme vulnérables à cette influence iranienne. C'est-à-dire qu'avant 2011, il y avait des dialogues, il y avait des réunions,
Les relations diplomatiques n'étaient pas coupées, notamment entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et c'est vrai qu'en 2011, il y a ce basculement avec ces printemps arabes, cette volonté de transformation socioculturelle. Et on voit ce que j'essaie de montrer dans l'article, c'est qu'il y a une convergence avec le Qatar, à l'exception de la Syrie. Parce que c'est vrai que sur la question syrienne, l'Iran se contredit lui-même avec sa théorie du réveil islamique dans le monde arabe. Le réveil islamique s'applique partout, excepté en Syrie, où finalement il soutient le régime autoritaire de Bachar el-Assad. Donc on voit qu'il y a une contradiction du côté iranien et du côté arabe. Il y a cette difficulté à accepter toute présence iranienne en terre arabe, même si cette influence ou cette présence s'effectue à travers des acteurs arabes. Et c'est là qu'il y a une vraie question, parce que cette présence existe depuis la révolution islamique, donc avec le Hezbollah notamment dès 1982, au sud Liban, qui est la seule réussite d'exportation de la révolution iranienne depuis 1979. Et donc on voit que le Hezbollah est arabe. Donc l'Iran, de son côté, essaye de diminuer cette part de son identité qui est iranienne, qui est perse, si vous voulez, pour se présenter, notamment au Liban, comme une république islamique, en gommant même l'aspect iranien national de son identité. Donc il y a vraiment ce jeu qui s'est accentué après 2011, où les ambitions iraniennes sont perçues comme hégémoniques et intolérables. C'est une dynamique qui s'était enclenchée avec la guerre américaine de 2003, donc en Irak, qui avait ouvert la porte à l'influence iranienne, et avant cela, 2001, la guerre en Afghanistan, qui avait aussi ouvert une possibilité pour l'Iran d'avoir une influence après la chute du régime des talibans. Donc on voit aussi que c'est souvent par des actions d'acteurs externes à la zone que l'Iran a renforcé son influence. Donc ce n'est pas forcément le résultat d'une politique proactive, construite, comme souvent on le voit du point de vue du monde arabe. C'est plutôt la conséquence d'actions extérieures. Le président Obama disait l'Iran est le symptôme des problèmes du monde arabe, il n'en est pas la principale cause. Donc ce qui est nouveau, c'est qu'avec la nouvelle administration américaine, l'Iran est perçu comme la cause de tous les maux du Moyen-Orient. Donc il y a une volonté de refoulement, rollback, on disait, pour reprendre l'analogie qui est imparfaite, mais qui est très présente dans le débat avec la guerre froide, de l'influence iranienne au Moyen-Orient. Donc maintenant, ce qui a changé avec l'élection de Trump, c'est le soutien des États-Unis à la politique de l'Arabie saoudite et d'Israël contre l'Iran. J'étais en Israël récemment. Il y a vraiment ce sentiment de ne plus être seul face à l'Iran. Donc il y a vraiment une solidarité affichée partout avec le président Trump. Et cette idée que finalement, les États-Unis vont permettre de réduire cette influence iranienne aux frontières d'Israël et pourquoi pas aux frontières de l'Arabie saoudite. Mais je pense que ce qui serait intéressant de discuter plus tard dans le débat, c'est de savoir pourquoi il y a une demande d'Iran dans le monde arabe. C'est ça la question, à mon avis, qui est difficile, parce que le modèle de la révolution islamique n'est plus, soutenu massivement de l'intérieur, mais il a des soutiens à l'extérieur. Et c'est un peu la contradiction iranienne, le paradoxe d'un État qui s'étend à l'extérieur de ses frontières et qui s'affaiblit à l'intérieur. Donc tout le débat, c'est de savoir si l'extension iranienne va conduire à ce changement de régime souhaité par les États-Unis. En tout cas, de l'intérieur, il y a une contestation qui existe. Mais est-ce que ça peut être lié à une politique de régime change? Je pense qu'au contraire, ça va susciter une réaction nationaliste. Et surtout, l'outil utilisé par les États-Unis pour réduire l'influence iranienne va toucher la classe moyenne, le secteur privé en Iran, et va appauvrir le pays, et donc va réduire la possibilité, si vous voulez, d'une évolution de l'intérieur à travers une transformation socioculturelle et une évolution de l'économie iranienne vers une privatisation, par exemple, où l'initiative individuelle et privée aurait toute sa place. Donc c'est vrai qu'il y a une contradiction aussi dans la politique américaine qui est inquiétante et qui pourrait conduire à un affrontement plus important, comme on a connu à l'époque de l'administration Bush au Moyen-Orient, entre l'Iran et les États-Unis, puisqu'il y a une présence militaire américaine autour de l'Iran. Et donc il y a dans le passé, il y a eu des conflits armés aussi. On a parlé aussi de guerre froide irano-américaine, donc c'est vraiment un poncif, si vous voulez, de la géopolitique de la région.
Mais c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'affrontement direct entre les États, mais c'est que ça se fait par intermédiaire. Maintenant, je pense qu'il y a une confusion dans le débat, c'est sur la nature de ces intermédiaires qui ne sont pas tous identiques. Par exemple, on parle de proxy en anglais, et je pense que les Houthis au Yémen ne fonctionnent pas forcément de la même manière que le Hezbollah libanais, et on oublie souvent, avec ces lectures globalisantes, le contexte local. Et c'est vrai qu'au Moyen-Orient, souvent le problème est local, et il est exploité par des acteurs extérieurs opportunistes. Et l'Iran, je dirais, s'il y a une caractéristique de cette politique ces dernières années, c'est vraiment cet opportunisme, mais avec une structure idéologique. C'est-à-dire, j'avais vu dans ma thèse sur la politique étrangère de l'Iran qui s'applique à la politique régionale, qu'on a une application pragmatique de principes idéologiques. Et pourquoi au Moyen-Orient ça pose problème et pourquoi on a eu le discours de Mike Pompeo, c'est que l'antisionisme reste au cœur de la stratégie internationale de l'Iran et la négation de l'existence d'Israël, et donc une politique de changement de régime de l'Iran, à la fois vis-à-vis d'Israël et de l'Arabie saoudite. Les slogans contre la dynastie des Al Saoud, le refus de prononcer par exemple le nom du pays en entier, Arabie saoudite, on dit toujours Arabie, on ne dit pas saoudite, et Israël c'est le régime sioniste. Donc vous voyez aussi du côté iranien, il y a une forme aussi de prophétie autoréalisatrice qui s'explique par la dimension idéologique de la politique régionale dans cette zone, au Levant. Mais si on élargit l'échelle, si vous voulez, on ne va pas retrouver cela en Asie centrale ou en Asie du Sud-Ouest, où là, la politique régionale sera beaucoup plus pragmatique. Et l'Iran va mettre en sourdine cette dimension révolutionnaire de sa politique régionale. Donc on va avoir une politique quand même assez complexe de l'Iran. Et pourquoi ? Parce que l'Iran doit s'entendre avec la Russie et la Chine, donc il ne va pas soutenir les musulmans en Asie centrale ou au Caucase, et il ne va pas soutenir les Ouïghours contre les Chinois, pour préserver, c'est ce que j'avais appelé la réelle politique islamiste. Donc on voit que même dans une théocratie comme l'Iran, quand il s'agit de politique et de l'État, même si la définition des intérêts de la République islamique ne fait plus l'unanimité au sein du pays, il y a quand même une capacité d'adaptation, de flexibilité. Et c'est aussi ça qu'avait permis le JCPOA. Mais là, avec l'élection de Trump, qui lui-même va mener une politique idéologique contre l'Iran, il serait logique que la dimension idéologique de la politique étrangère de l'Iran ressurgisse. Les deux idéologies, finalement, se neutralisant et se nourrissant l'une de l'autre. Voilà. Merci. Beaucoup de pistes ouvertes, beaucoup de matière à discuter et à débat, et en même temps un exposé synthétique et déjà très riche. Franck Tétart, vous êtes docteur en géopolitique, spécialiste des relations internationales et ancien rédacteur en chef de la revue Moyen-Orient, excellente revue, qui est à l'origine de cette rencontre et qui publie, j'ai oublié de le dire, mais ça me paraissait évident, un excellent dossier sur le sujet qui nous amène et qui vous amène ici aujourd'hui, où notamment les deux intervenants ont chacun écrit des articles très riches et remarquables. Votre vision de cet état d'ébullition géopolitique dans cette région et d'un éventuel conflit, ou du moins d'un état de guerre froide entre les puissances du Golfe et l'Iran. Alors je vais revenir pour commencer sur ce concept de guerre froide, puisque c'est un concept qui naît après 1945 avec les deux grands rivaux de l'époque, les deux grandes puissances que sont les États-Unis et l'URSS, et essayer de voir comment il peut s'adapter à ce contexte particulier qui est aujourd'hui celui du Golfe Persique et cette opposition majeure entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, pour faire vite, mais on va un petit peu rentrer dans le détail. Alors, il y avait 4 caractéristiques de la guerre froide. C'est d'abord une opposition idéologique. Si on regarde aujourd'hui cette zone du Golfe Persique, il y a effectivement une idéologie, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. C'est l'opposition religieuse entre, d'un côté, cet Iran chiite, et de l'autre côté, cette Arabie Saoudite sunnite. Et on pourrait aller même un peu plus loin, wahhabite, hein, donc
une idéologie un peu plus radicale hein, dans sa conception de l'islam et qui, par conséquent, est encore plus marquée vis-à-vis du chiisme iranien. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, on voit cette opposition idéologique qui se dessine entre ces deux grands acteurs du Golfe Persique et du Moyen-Orient. La deuxième caractéristique, c'est l'idée de bloc. Lorsqu'on était en guerre froide, on avait deux blocs qui s'opposaient, un camp occidental, un camp oriental. Ici, si on regarde le côté occidental, pour parler de la rive occidentale du Golfe Persique, on a l'Arabie Saoudite d'abord, et puis ses alliés, et là je vais mettre des guillemets, du Conseil de coopération du Golfe, qui est une institution qui est née en 1981 face à l'expansionnisme iranien suite à la révolution islamique. Et on voit qu'à l'intérieur de ce Conseil de coopération du Golfe, on a certes une unité de façade, mais aujourd'hui qui se fissure de plus en plus. Regardons trois acteurs. Vous avez par exemple Oman et le Koweït qui sont évidemment dans cette dynamique du Conseil de coopération du Golfe, mais qui sont toujours en retrait dès qu'il s'agit de conflits et qui vont toujours s'avancer en tant que médiateurs, pour des raisons historiques qu'on pourrait développer ensuite, et notamment médiateurs vis-à-vis de l'Iran. Je vous rappelle que si il y a eu cet accord du 14 juillet 2015, les médiations entre Iran et États-Unis se sont faites à travers l'Oman, le sultanat d'Oman. Donc on voit que tout le monde n'a pas tout à fait la même vision vis-à-vis de l'Iran. Le Koweït, c'est la même chose. Bien. Et puis aujourd'hui, on a le vilain petit Qatar, pour faire un mauvais jeu de mots, hein, qui nous montre que, eh bien, il est sorti de la ligne attendue lorsqu'on est membre du Conseil de coopération du Golfe et surtout dans une organisation qui reste largement dominée par l'Arabie Saoudite. Bien. Donc on a ce bloc, vous voyez, autour des États arabes du Golfe qui n'est pas complètement figé. Et puis on a l'Égypte qui s'est rapprochée de l'Arabie Saoudite, à moins que ce soit l'inverse d'ailleurs, avec la mise au pouvoir de Sisi, largement aidée par Riyad et Abu Dhabi. Et puis aujourd'hui, on évoquait un autre acteur régional qui joue et qui a une importance, c'est Israël. Alors, je vais y revenir dans un deuxième temps, mais qui partage le même point de vue vis-à-vis de cette menace que serait l'Iran pour la stabilité régionale. Et puis le grand acteur qui va soutenir ce bloc, c'est évidemment les États-Unis, avec le revirement très récent de Trump qui, lorsqu'il arrive au pouvoir, sa première visite officielle à l'étranger, c'est pour l'Arabie Saoudite. C'est quand même un signe assez intéressant. Et puis, le revirement très récent qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, de remettre en cause cet accord du 14 juillet 2015 visant à encadrer la nucléarisation de l'Iran. Donc voilà, grosso modo, ce bloc. Les Européens sont un peu en retrait parce qu'ils ont certes des intérêts dans la zone, mais eux avaient décidé de soutenir, comme souvent l'Europe, eh bien, le camp de la paix, de la stabilité, et donc avaient soutenu et s'étaient engagés dans cet accord vis-à-vis de l'Iran. Et vous avez vu la tournée, on y reviendra sans doute, du ministre des Affaires étrangères iranien qui a fait le tour des capitales européennes afin d'essayer de voir si on sauvait cet accord ou non. Bien. Donc voilà pour le côté occidental. Maintenant, rive orientale, Iran. Alors là, on a des alliances qui sont un peu différentes. On a certes un soutien chinois, on a certes un soutien russe, mais il n'est pas toujours très, très facile de voir s'il s'agit uniquement d'un rapprochement qui est avant tout basé sur des intérêts qui sont évidemment énergétiques, économiques, stratégiques, mais un véritable soutien. Je pense que Clément pourra y revenir. Il y a, à mon avis, des choses à relativiser concernant cela. Bien. Ensuite, si on regarde les États voisins, eh bien, certes, l'Irak, mais on a eu des élections qui semblent montrer
que eh bien, le grand vainqueur de ces élections est plutôt un nationaliste irakien, qui voit l'Iran comme les États-Unis, potentiellement deux acteurs concurrents qui ont chacun un agenda sur le pays, mais au fond, lui n'a pas encore fait le choix vers quel camp il se dirige et sans doute va jouer des deux. Donc on va suivre ça, je pense, dans les mois qui viennent en ce qui concerne l'Irak. Et puis on a évoqué le Hezbollah, effectivement, qui est le bras armé, pour certains en tout cas, le véritable allié, et on a vu son implication très forte avec l'Iran dans la guerre en Syrie, et puis le régime de Bachar el-Assad. Donc voilà, en gros, si on prend ces deux blocs, comment ils peuvent, grosso modo, se constituer. Ensuite, guerre froide, on a eu toujours des conflits par alliés interposés, ce qu'on expliquait tout à l'heure, ce que Clément Terme a expliqué avec ses proxys. Donc on a aujourd'hui le Yémen, où on aurait un conflit par alliés interposés. On a effectivement la Syrie, on a l'éternel Liban avec ce Hezbollah, et puis Hezbollah qui est de plus en plus proche de la frontière avec Israël. Le Hamas aussi est soutenu financièrement par l'Iran. Donc on voit aussi dans cette géopolitique régionale, un certain nombre d'alliances et de conflits interposés qui intéressent l'Iran, qui vont voir s'opposer les deux camps. Bien, ensuite, évidemment, il y a le nucléaire. Il y a le nucléaire, lorsqu'on avait la guerre froide, il y avait le nucléaire, mais le nucléaire qui servait, à partir du moment où l'Union soviétique a acquis la bombe, d'éléments dissuasifs. Et ce qui a permis justement d'éviter tout conflit direct. Là, on a une situation un peu différente, puisqu'on a un État qui a tenté d'atteindre le seuil nucléaire, l'Iran, ce qui a créé des tensions et la volonté de trouver une solution et de faire baisser les tensions. C'est ce qui va conduire pendant des négociations qui ont duré plus de 10 ans à cet accord de 2015, qui semblait, en tout cas, convenir aux grands acteurs de la communauté internationale jusqu'à l'élection de Trump. Et donc, on a là un revirement qui questionne sur le fait que, et c'était l'une des raisons aussi pourquoi on souhaitait encadrer cette nucléarisation de l'Iran, c'était justement d'éviter une course à l'armement et ensuite, évidemment, un effet domino, avec peut-être, une fois que l'Iran avait atteint le seuil, l'Arabie saoudite cherchant à obtenir une arme nucléaire, et puis d'autres pays du voisinage, l'Égypte, la Syrie, etc. Et donc, finalement, des tensions beaucoup plus fortes avec cette présence du nucléaire dans la région, qui reste, je vous rappelle, une région particulièrement belligène, une région touchée par de nombreux conflits, y compris des groupes terroristes qui continuent à se répandre, même si il semblerait que la guerre soit gagnée en Irak contre Daesh. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de membres, ou en tout cas d'affiliés à Daesh, continuent la lutte en Afghanistan, dans le Sinaï égyptien, et puis on a évidemment d'autres revendications à travers cette organisation qui aujourd'hui est une véritable devanture idéologique, et vraiment une idéologie qui va évidemment intéresser un certain nombre d'acteurs non étatiques dans la zone. Alors ça, c'est pour vous donner justement et répondre à cette idée de guerre froide. Évidemment, les choses, j'ai souligné qu'il y avait quand même des similitudes, mais aussi un certain nombre de choses qui différaient. Et surtout, on voit très bien que certains acteurs sont encore hésitants sur à quel camp ils doivent se rattacher. Et puis j'ai envie de dire, revirements stratégiques. Israël, qui a toujours été opposé aux États arabes, qui aujourd'hui se rapproche de l'Arabie saoudite. Ensuite, si on regarde au niveau idéologique, et c'est peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui que les deux idéologies religieuses sont largement instrumentalisées. Et le chiisme ne prend véritablement de la
valeur au Moyen-Orient lorsqu'il est instrumentalisé. Je vous rappelle juste historiquement, et là on prend un peu de profondeur, mais je crois que c'est une région où on a besoin toujours de prendre un peu de profondeur historique, c'est que le chiisme, il n'est religion officielle en Iran, enfin la Perse, à l'époque des Safavides, au début du XVIIe siècle. Donc, c'est quand même, à l'échelle d'une histoire beaucoup plus longue, un événement récent. Et si le choix était fait de prendre le schisme, c'était afin de se distinguer, et dans le cadre de l'affrontement avec les Ottomans, qui étaient le grand rival de l'époque. Donc on voit aussi ce jeu des idéologies qui reste quelque chose d'important. Et dans la représentation des États du Golfe arabe, eh bien, on a la formation d'un arc chiite menaçant. C'est une théorie qui court dans la région depuis une dizaine d'années. Au fond, l'Iran avec l'Irak, depuis l'intervention américaine, qui d'ailleurs a été un grand cadeau à l'Iran, c'est comme ça que les Arabes présentent cette intervention, plus le Hezbollah au Liban, fait que eh bien, nous, les États arabes sunnites, on est complètement menacés. Et maintenant, on a le Yémen, donc on est encerclés. Et donc cette dimension est aussi contribuer à une logique de représentation géopolitique très forte qui vont, au fond, sceller un certain nombre de facteurs, y compris de facteurs d'intervention ou non. Si l'Arabie saoudite a décidé d'intervenir au Yémen, c'est parce qu'elle se sentait menacée, avec, au fond, cette logique du chiisme qui encercle l'ensemble de son territoire et qui la menace. Je vous rappelle aussi que c'est sur la façade orientale de l'Arabie saoudite qu'on trouve la communauté chiite saoudienne, à peu près 10 à 15% de la population, et on l'oublie souvent parce que Riyad fait tout pour qu'on les oublie. Il y a une communauté chiite dans cette zone. Elle est assez mal placée puisqu'elle vit justement à l'endroit où se trouvent les principales et les plus grosses réserves de pétrole de l'État. Et donc, depuis la révolution islamique, la grande crainte, c'est que Téhéran manipule ou souhaite intervenir et déstabilise cette zone, et ce qui enlèverait à l'Arabie saoudite, évidemment, une grande partie de sa richesse pétrolière et de sa richesse, d'ailleurs, dans son entier. Voilà, donc j'ai posé le cadre, peut-être on va commencer à débattre pour aller un peu plus loin dans cette première approche. Merci beaucoup. Je vais m'octroyer quelques questions avant de vous proposer de poser les vôtres. Sur l'accord nucléaire, il y a un paradoxe que j'aimerais qu'on m'explique. J'ai deux questions. La première, c'est un paradoxe, c'est-à-dire lorsque l'accord est conclu, bizarrement, les craintes de l'Arabie saoudite et des pays opposés à cet accord n'en sont que décuplées, alors que cet accord limite de la manière la plus drastique de l'histoire de la prolifération une éventuelle expérimentation ou activité nucléaire de l'Iran. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, alors que les inquiétudes étaient fortes mais pas aussi vocales avant et la conclusion d'accord, pendant toutes les négociations ou pendant la période où l'Iran enrichissait tout en subissant des sanctions, mais enrichissait. Donc comment ça se fait que du moment qu'on conclut l'accord, d'un coup l'Arabie Saoudite, mais ça s'applique à Israël aussi, bon, qui est encore un autre acteur, s'inquiète beaucoup plus que elle ne le faisait avant. Deuxième question, c'est est-ce que cet accord, et là on va revenir à l'actualité immédiate, c'est-à-dire notamment la tournée de Mohamed Javad Zarif, est-ce que en Chine, puis en Russie, puis à Bruxelles, où il a rencontré les représentants des trois pays européens signataires, France, Royaume-Uni, Allemagne, est-ce que cet accord est sauvable? Est-ce que il pourrait survivre à des sanctions américaines massives et une sortie américaine? Donc, je ne sais pas qui veut répondre déjà sur peut-être sur les inquiétudes. Sur les inquiétudes, je pense qu'il y a eu une première inquiétude. En réalité, c'est lorsque Obama est élu. Obama fait un discours qui est le discours du Caire et qui effectivement va aller et être très favorable au monde musulman, etc. Mais
rapidement, au fond, sa politique, d'abord assez nuancée, pour ne pas dire finalement un échec total vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, fait douter de sa capacité véritablement à protéger la zone. Ce qui va être véritablement le déclencheur d'une méfiance et d'un doute vis-à-vis de la capacité américaine sous Obama de protection vis-à-vis de l'ensemble du Golfe arabe, c'est évidemment la fameuse ligne rouge en Syrie, puisque le discours était s'il y a usage d'armes de destruction massive chimique, les États-Unis interviennent. Ils ne l'ont pas fait. Vu de Riyad, vu d'Abu Dhabi, cette incapacité, ou en tout cas cette non-volonté d'intervenir, a terriblement déçu, terriblement inquiété sur les capacités de Washington, au fond, à rester le gardien et le protecteur des intérêts du Golfe Persique et notamment de l'Arabie Saoudite. Il y avait déjà eu, mais là c'était sous Bush, hein, ce que je disais tout à l'heure, ce fameux cadeau à l'Irak, à l'Iran, avec donc cet Irak qui devient pour la première fois, obtient pour la première fois un gouvernement chiite, hein, et évidemment qui fait de facto sortir l'Irak d'une alliance sunnite à laquelle elle appartenait jusque-là. Et donc, Obama, au fond, à son arrivée, va accumuler des actes vis-à-vis du Moyen-Orient qui surprennent, déçoivent ou inquiètent. Bien. Et le dernier acte, ça va être effectivement, au fond, cet accord que les États arabes du Golfe et Israël trouvent non abouti, n'allant pas suffisamment loin, et par conséquent ont eu le sentiment d'avoir un accord qui n'est pas un accord suffisant pour encadrer ce que ces États considèrent comme la principale menace à leur stabilité dans la zone du Moyen-Orient, en particulier du Golfe Persique. Il faut voir que les distances sont courtes. Hein, lorsque vous êtes à Riyad, lorsque vous êtes à Abu Dhabi, à Dubaï, vous êtes véritablement face à l'Iran. Hein, et donc, le fait de ne pas notamment traiter de la question balistique exactement. Comme un défaut majeur de cet accord. Un défaut majeur de cet accord. Et donc, au fond, on dit à l'Iran de réduire ses capacités, mais elle a toujours les vecteurs que sont les missiles. Et donc, la menace pour les États arabes reste. Donc, je pense que c'est un élément. C'est notre veste. Je ne peux pas bouger. Sur la possibilité de sauver éventuellement l'accord, est-ce que vous pensez qu'une sorte de mécanisme mondial se passant du dollar puisse exister, ou ça vous paraît voué à l'échec, et quelles seront les conséquences en Iran? Parce qu'il y a des gens qui défendent cet accord. Javad Zarif, Rouhani sont les vrais maîtres d'œuvre de cette stratégie de passer un accord. Rouhani a fait sa première campagne électorale entièrement là-dessus. On s'y est mal pris jusqu'à présent, le peuple iranien en paye le prix, donnez-moi les clés, je vais trouver une solution. En fait, je vais répondre aux deux questions en même temps. Voilà, parce que sur la première question, c'est le JCPOA, il ne faut pas l'étudier à part, c'est-à-dire que les inquiétudes ne sont pas monocausales. Donc pendant cette même période, on voit l'émergence du schisme paramilitaire. Donc l'Iran, en plus, j'ai parlé du Hezbollah tout à l'heure, de sa création au début des années 80, va commencer finalement aussi à soutenir à la fois des milices chiites en Irak et à mobiliser des combattants d'Afghanistan et du Pakistan en Syrie. Donc, et il faut se rappeler aussi qu'à l'automne 2015, donc quelques mois après le JCPOA, nous avons l'intervention russe qui va être décisive. On parle souvent de l'action de l'Iran, etc., mais c'est l'action russe qui est décisive pour maintenir le régime syrien en place.
Donc c'est plutôt ce facteur-là, l'évolution de la situation en Syrie, notamment du point de vue d'Israël, qui va renforcer cette perception, entre guillemets, la menace iranienne. Donc c'est pas tellement lié avec l'accord technique qui est le JCPOA. Le JCPOA ne concerne que le nucléaire. Après, il est instrumentalisé dans des stratégies de communication, à la fois ici en France ou au Moyen-Orient ou aux États-Unis par le président Trump. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de relation directe entre l'inquiétude qui croît à ce moment-là et la conclusion du JCPOA. Parce que même les éléments qui sont avancés de dire que finalement l'Iran va pouvoir récupérer les avoirs gelés, soutenir plus les proxys, les intermédiaires, donc cette guerre par groupe interposé, ne tient pas la route parce que c'est pas du tout une logique économique qui prévaut derrière la politique régionale de l'Iran. Je l'ai dit, c'est une logique idéologique. Donc, et si vous regardez le PIB de l'Iran, qui s'approche de 400 milliards par rapport au coût évalué de cette politique, même sous sanction, l'Iran peut continuer à soutenir ces groupes. C'est une logique politique, pas une logique économique. Donc, il n'y a pas de rationalité, si vous voulez, ou de lien causal qu'on peut déterminer. Le JCPOA n'est pas un game changer dans la politique régionale de l'Iran, puisque le président Rouhani, que vous avez évoqué, qui se présente comme l'architecte, je pense qu'il s'agit plutôt d'un arbitrage au niveau du guide suprême entre l'idéologie anti-américaine du système et la survie du régime. Et donc, il a arbitré pour la survie du régime. Mais la condition, c'était de ne pas changer la politique régionale. Et le président Rouhani n'a pas du tout la main sur cette politique régionale. Ce qui crée une situation complexe pour les Européens, qui doivent, pour répondre à la deuxième partie de la question, qui doivent en même temps continuer à entretenir des bonnes relations avec leurs alliés qui sont les mêmes que les États-Unis, à savoir Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, qui ont les mêmes positions, qui sont donc très influencés par ces pays-là, notamment sur la question du balistique ou la question de la politique régionale de l'Iran. Et en même temps, essayer de préserver un accord technique, alors qu'ils n'ont pas du tout la main sur un système financier globalisé. Et la mondialisation économique montre aujourd'hui qu'on n'est plus dans les années 90 et que les acteurs économiques prennent leurs décisions de manière relativement autonome. Et l'État français ne pourra pas forcer les entreprises à rester en Iran et donc récompenser, si vous voulez, entre guillemets, les réformateurs qui défendent cet accord. Mais le principal problème, je pense, vu de la région, notamment des Émirats, même s'il y a une diversité qui a été soulignée, c'est la double nature du système iranien. C'est-à-dire il y a des institutions élues et il y a un appareil de sécurité qui est lié à la dimension révolutionnaire du régime. Si vous voulez, l'idéologie rencontre les services de sécurité. Et c'est ça qui crée l'inquiétude, parce que quand vous dialoguez avec Javad Zarif ou le président Rouhani, vous ne parlez pas à l'ensemble des institutions de l'Iran. Et c'est ça qui, du point de vue de la région, empêche le rétablissement de la confiance et le rétablissement de relations de bon voisinage, parce que tout simplement, ils pensent que c'est totalement inutile de dialoguer avec les institutions élues en Iran. En tout cas, sur les questions de sécurité. Globalement, ils pensent que c'est totalement inutile. Alors, maintenant, une autre question sur un peu le sujet des alliances. Il y a une alliance en germe qui est évidente. Bon, je suis pas sûr que ça marche, mais c'est pas grave, je vais parler fort. Oui, il faudra l'allumer, il y a un bouton ici. Oh, ben voilà. Oui, t'allumes. Il faudra l'éteindre. Oui, ça marche. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Mais si, parlez fort. Bah écoutez, Ça va, ça marche. ça marche. Bon, il y a une alliance qui est en germe, qui paraît évidente, mais dont personne ne sait si un jour elle sera formalisée. C'est l'alliance États-Unis, Arabie Saoudite, Israël. Essentiellement, on va enlever les États-Unis qui sont alliés avec ces deux pays et plus que jamais avec cette administration aujourd'hui. Est-ce que parce que c'est pas parce qu'il y a une convergence de vues entre Israël et l'Arabie Saoudite et même des intérêts communs et même des appels du pied faits de manière extrêmement claire par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman qu'on peut parler d'une alliance entre ces deux pays dans le cadre carrément
possibles actions offensives ou défensives contre l'Iran dans la région, que ce soit en Iran ou sur des proxys au Yémen, en Syrie ou en Irak. Franck Teta. Oui, effectivement, on est là sur véritablement une alliance, je vais dire, occasionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi commun aujourd'hui, qui est l'Iran. Les deux États ont intérêt, effectivement, et partagent un certain nombre de points de vue vis-à-vis de l'Iran, qu'ils considèrent comme leur ennemi. Maintenant, cette alliance, elle est implicite. Personne n'en parle, c'est le secret de Polichinelle, mais on a bien compris que ces intérêts croisés avaient rapproché, à travers des rencontres, les services de sécurité des deux États, certains officiels qui se sont rencontrés durant ces dernières années, afin effectivement de réfléchir à cette menace qui est celle de l'Iran. Mais il est certain que l'Arabie saoudite, en tant que nation arabe, en tant que soutien à la cause palestinienne, puisse... Quoi? Officiellement. On peut dire ça. On peut plus, c'est pas possible de dire ça. Alors, nous en discuterons. Donc, en tant que soutien officiel à la cause palestinienne, et surtout vis-à-vis de son opinion publique, ne pourra, tant qu'un accord, peu importe l'accord et ce qu'il contient, vis-à-vis d'Israël et donc de la Palestine, officialiser cet accord. Donc on va rester, je pense, sur une alliance occasionnelle et implicite qui va beaucoup se jouer à travers l'allié américain et qui se joue beaucoup face à cet Iran. Je vous rappelle qu'en 2002, d'ailleurs, concernant l'offre qui avait été faite par le roi d'Arabie Saoudite à Israël, donc en échange d'un État palestinien, une normalisation de l'État d'Israël avec l'ensemble des États arabes, il n'y avait eu aucune réponse, ou presque, d'Israël. Donc, effectivement, les chances sont peu probables en ce qui concerne. Et donc, moi, je suis persuadé qu'on reste sur une alliance occasionnelle. Pour rappel, parce qu'il est vrai que le prince Ben Salman va beaucoup plus loin, enfin Mohamed Ben Salman va beaucoup plus loin dans l'abandon de la cause palestinienne que ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Mais il n'empêche que, moi j'en reviens à, par exemple, la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah. L'Arabie Saoudite ne rêvait que d'une chose, c'est que le Hezbollah soit détruit. Il y a même eu, semble-t-il, des réunions à Amman de hauts responsables sécuritaires saoudiens avec des responsables israéliens, mais n'empêche que l'Arabie Saoudite n'a pas contribué en aucune manière à cette guerre lancée par Israël contre le Hezbollah. Et en l'état actuel des choses, alors on verra si un plan Trump pour la paix apparaît, que l'Arabie Saoudite considère qu'il est à prendre et que si jamais les Palestiniens ne le prennent pas, tant pis pour eux, on va pouvoir normaliser malgré tout, etc. Mais c'est un pas qui me paraît très compliqué à franchir autrement qu'en parole, c'est-à-dire par des gestes concrets, diplomatiques, ouverture d'une ambassade, échange de conseillers militaires, etc. C'est un pas qui me paraît extrêmement difficile à franchir vis-à-vis d'une opinion qui est quand même assez inflammable sur la question d'Israël, non pas tant par amour des Palestiniens, mais par rejet d'Israël et des Juifs, parce que le wahhabisme a instillé quand même pendant je ne sais combien de décennies une forme de haine d'Israël et de ce qu'il représente, qui me paraît compliqué à surmonter dans la population saoudienne, même jeune, d'aujourd'hui.
malgré son absence totale de solidarité envers les Palestiniens. Peut-être, Clément Terme, une autre alliance, celle-là, mais qui est plus concrète, mais plus fragile encore, c'est celle entre la Russie et l'Iran. Est-ce qu'on peut parler d'une alliance ou d'un partenariat? On en a pas mal, enfin, je veux dire, en 3 ans en Syrie, on a le temps de voir comment ça fonctionnait. Il y a pas mal de frictions. Il y a quand même, en même temps, une capacité assez forte à surmonter les désaccords sur l'avenir de la Syrie, sur Bachar al-Assad, sur le statut des négociations. Là, on a touché un nerf avec l'intervention israélienne extrêmement massive en représailles à des tirs sur le Golan. Je crois qu'on était début mai. Et qui ont coûté, semble-t-il, une bonne partie des infrastructures iraniennes en Syrie sans que la Russie ni ne réagisse, ni ne fasse mine de réagir, ni après coup ne le déplore. Alors que Netanyahou était 24 heures plus tôt ou plus tard, je ne sais plus exactement, chez Vladimir Poutine. Oui, alors, on peut peut-être revenir à des choses plus basiques, enfin plus historiques, sur les fondamentaux de cette relation russo-iranienne, pas seulement en Syrie. Ok. François Hesbourg me disait il y a une semaine, pour résumer la situation de cette relation en Syrie, co-belligérants mais pas alliés. Je trouve que c'est une bonne synthèse de la situation. C'est-à-dire qu'ils font la guerre ensemble, mais ils n'ont pas le même agenda, et ils ne veulent pas la même chose. Donc il y en avait d'autres qui avaient dit ils sont d'accord contre, mais pas pour. Donc en Syrie, c'est ça. Donc avec Trump, vous avez historiquement, quand il y a une administration républicaine aux États-Unis, un facteur de rapprochement entre les deux pays. Donc on voit à chaque fois la dimension américaine de la relation qui prend le dessus sur les autres dossiers de divergence. Maintenant, c'est vrai que la Russie est dans une position dominante vis-à-vis de l'Iran, donc c'est un partenariat asymétrique. L'Iran est très largement dépendant de la Russie aujourd'hui. Dans ma thèse, j'avais montré qu'on est passé de la dépendance vis-à-vis des États-Unis à l'époque du Shah à la dépendance vis-à-vis de la Russie et de plus en plus vis-à-vis de la Chine aujourd'hui. Mais elle est du même ordre, aussi importante que ça? Pour la survie du régime, oui, c'est indispensable. Si vous voulez, la Russie va donner à l'Iran les technologies du nucléaire civil, l'armement militaire, les S-300. La Chine va donner, surtout là, avec les sanctions massives qui vont s'abattre sur l'Iran, pour tout simplement maintenir une coopération économique. Maintenant, il faut bien comprendre que ce soit la Russie ou la Chine utilisent l'Iran dans leur agenda vis-à-vis des États-Unis. C'est pour ça que c'est bien une dépendance. C'est-à-dire l'Iran, en se refusant d'avoir des relations avec les États-Unis à partir de la prise d'otages et de la révolution, c'est lui-même auto-isolé. C'est-à-dire qu'ils ont réduit le champ des possibles de la politique étrangère. Et donc, ils ont durablement affaibli leur propre pays. C'est intéressant. Et avec un discours de victimisation à l'intérieur qui contredit totalement la perception hégémonique à l'extérieur. Là aussi, c'est un des grands paradoxes de la politique iranienne qui est justifié auprès de l'opinion publique en interne par les méfaits des États-Unis il y a plusieurs décennies et qui, à l'extérieur, est perçu comme hégémonique. Donc là, il y a aussi un autre paradoxe. Mais sur Iran-Russie, je pense que la Russie a la capacité d'entretenir des relations avec l'ensemble des acteurs au Moyen-Orient. Par exemple, au niveau commercial, ces dernières années, il y a plus de commerce entre la Russie et Israël qu'entre la Russie et l'Iran. Depuis le début des années 2010, la Russie fait plus de commerce avec les pays du Golfe qu'avec l'Iran. Donc très clairement, les intérêts russes en Iran sont assez limités. C'est plutôt, sur le plan économique, c'est plus comme dans les années 2000 ou dans les années 90, si vous voulez. Où là, c'était important pour le complexe militaro-industriel russe. Aujourd'hui, la Russie a une capacité beaucoup plus importante dans la région. C'est une réussite, je pense, la politique russe du point de vue de Moscou au Moyen-Orient. Et surtout, cette relation bénéficie de la provincialisation de l'Occident au Moyen-Orient. Donc on voit que l'Occident est devenu un acteur mineur dans les crises, en tout cas dans sa capacité à définir l'issue des conflits ou le règlement diplomatique, comme on le voit avec le processus d'Astana, même si ce n'est pas un succès. Le seul fait qu'il existe
déjà, pour l'Occident, c'est déjà trop. Donc on voit que l'Occident, par des politiques qui ont, disons, conduit à des erreurs, donc la guerre américaine en Irak de 2003, le soutien verbal à l'opposition syrienne, alors que c'était là aussi pour changer un régime, que c'était très compliqué, alors que la Russie est intervenue pour maintenir un régime. Là, je renvoie à l'excellente étude de Flavien Bourras sur les interventions militaires qui vient d'être publiée par l'IRSEM. Il y a différents types d'interventions militaires. Souvent, on oublie d'étudier le pourquoi de ces interventions pour comprendre si elles sont efficaces ou non. Donc on voit que l'Occident souvent veut changer les régimes, alors que la Russie là a voulu maintenir un régime, ce qui est plus simple. Maintenant, si vous voulez, mon ancien responsable du bureau de Moyen-Orient de l'ISS, Sir Jen Jenkins, a publié un article dans le New Statesman qui dit que les interventions militaires des régimes non libéraux sont pires que les interventions militaires des régimes libéraux. Donc je ne vois pas pourquoi on va saluer dans certains milieux l'intervention russe et condamner l'intervention américaine. Je crois que toute intervention militaire dans des conflits locaux, régionaux, etc., sont vraiment, disons, leurs capacités à réussir sont très limitées, même dans le cas de la Russie à long terme. C'est une victoire à court terme. Je ne vois pas de solution à court terme, et le retour, par exemple, des réfugiés syriens, enfin, toutes les questions restent là. Je dirais, rien n'est réglé. Donc, le militaire peut changer un rapport de force de manière ponctuelle, mais cette fameuse ligne rouge de 2013 qu'on entend partout, peut-être s'il y avait eu une intervention militaire d'Obama, la situation aurait été pire en Syrie après. Personne ne sait. Il y a beaucoup de wishful thinking, si vous voulez, avec les interventions militaires, où on rêve pour se faire plaisir, ou pour la morale, ou je ne sais pas pourquoi dans les médias il y a cet emballement à chaque fois, mais peut-être ça fait vendre aussi, peut-être les journaux, mais ça c'est Christophe qui nous dira. C'est les gens qui achètent les journaux. Ouais, c'est vrai. Non, mais effectivement, j'ai lu cet article hier et où il explique. C'est pas un point de vue moral, c'est qu'il explique que les interventions de régimes illibéraux ne tiennent encore moins compte de la réalité locale que celle des régimes libéraux. Voilà. Du moins. C'est ce qu'il essaie d'expliquer. Disons qu'ils n'ont même pas, non, ce qu'il veut dire, je pense, parce que je le connais bien, c'est qu'il n'y a même pas d'idéal affiché. Voilà, il n'y a pas de C'est-à-dire, projet. en 2003, quand les Américains sont intervenus, ils nous ont présenté ça comme quand même, sur le papier en tout cas, dans la rhétorique, comme une volonté au nom de valeurs. Voilà. Bon, ça a été une catastrophe, mais Voilà. maintenant, demandez aux Irakiens, ils ne vous réclameront pas de revenir sur Saddam Hussein non plus. Il faut rétablir certains trucs quand même. J'ajouterais peut-être que la Russie entretient une vraie diplomatie pétrolière avec l'Arabie Saoudite sur la régulation notamment du marché pétrolier et du prix du baril, et c'est une relation qui va durer longtemps. C'est-à-dire que si aujourd'hui on arrive à 80, c'est grâce à Trump. Mais si on était à 60, 70, c'était grâce à la relation Poutine-Arabie Saoudite, où pour la première fois, la Russie, qui est le principal pays non OPEP, a mis en œuvre une stratégie avec le chef de file de l'OPEP pour arriver à remonter les prix du baril, ce dont il a absolument besoin, étant donné les sanctions européennes, américaines, etc. Toujours pour Clément, terme, et puis ensuite, ce sera pour Franck. Sur le régime iranien, on se dit, on a une population qui s'en fiche un petit peu d'Israël, et très, 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 très fasciné par les États-Unis. Je veux dire, il suffit de se promener en Iran, ça saute assez rapidement aux yeux. N'en a rien à fiche, franchement, du Hezbollah, du Hamas et de tous les combats extérieurs menés par la République islamique dans la région. D'ailleurs, c'était un des slogans des manifestations de fin décembre, début janvier. Est-ce que l'abandon de cette rhétorique anti-américaine, anti-israélienne, signifie une sorte de suicide du régime tel qu'il est, ou est-ce que ce régime peut se permettre, comme Kim Jong-un l'a fait, de dire rencontrons-nous à Donald Trump?
Est-ce que le modèle, parce que c'est quelque chose qu'on remue beaucoup en ce moment, c'est on va appliquer les sanctions maximales et on va avoir le même résultat qu'en Corée du Nord. Moi, je n'y crois pas, mais votre avis est plus important que le mien. C'est la communication des États-Unis, sanctions maximales, diplomatie maximale. Non, je pense que, je ne sais plus, j'ai vu une phrase qui disait la diplomatie avec Trump, c'est devenu l'art de l'impossible. Je pense que c'est un bon résumé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas promouvoir la démocratie en Iran en détruisant la société civile, l'économie iranienne et en appauvrissant tout un pays. Si vous voulez, la stratégie qui est menée contredit l'objectif qui est fixé. Donc non, je ne vois pas quel pourrait être le débouché positif, si ce n'est que le régime va avoir peur, évidemment, parce que c'est vrai qu'il y a un risque de balkanisation, de révolte en Iran qui est important. Parce que si la situation économique, on retrouve une récession de 6-7%, comme on a eu à l'époque où il y avait un embargo européen sur le pétrole, mais c'est là où ça rejoint votre autre question sur est-ce que le JCPOA peut être sauvé. Ça va dépendre si la dimension de réel politique va l'emporter ou si la dimension roméniste, islamiste va emporter. Ça dépend où le curseur sera fixé entre la survie du régime et la préservation des fondamentaux idéologiques. Mais en tout cas, les 12 conditions fixées par Mike Pompeo, c'est une contradiction en règle de l'identité de la révolution roméniste. Donc tout ce que l'ayatollah Khomeini a voulu imposer avec son modèle politique nouveau, qui est une innovation dans le schisme, donc c'est pas du tout un système théologique qui était prévu, si vous voulez, par les théologiens chiites. Je pense que non, les théocrates ne peuvent pas, en tout cas, de manière visible, peut-être qu'ils vont essayer de négocier des exemptions. Par exemple, ça va dépendre si les États-Unis octroient le droit à certaines entreprises européennes de travailler en Iran. Mais voilà, donc probablement les bénéfices économiques vont se tarir et on aura une dépendance accrue vis-à-vis de la Russie, de la Chine, mais c'est déjà le cas. Donc les conservateurs en interne n'offrent pas non plus de solution parce qu'ils proposent plus de Russie, plus de Chine. Et à l'extérieur, comme vous l'avez dit, les interventions sont impopulaires auprès de la population parce que même si le coût économique direct n'est pas très grand, comme je l'ai dit, il y a quelques milliards de dollars, le coût économique indirect est immense. C'est des dizaines de milliards de dollars. Donc ces pertes sont perçues par la population iranienne. Et si le régime s'entête à ne pas vouloir réformer sa politique étrangère et donner la priorité à l'économie, parce qu'il faut savoir que le président Rouhani, dans sa deuxième campagne électorale en 2017, a promis la levée des sanctions non nucléaires. Et là, on va avoir le rétablissement des sanctions nucléaires. Donc la population vote quand même pour une politique qui aboutit à des résultats très différents. Maintenant, les États-Unis demandent à la République islamique de nier sa propre identité. Et voilà, c'était ma question, c'est est-ce que la République islamique, par pragmatisme, peut renoncer à sa rhétorique anti-américaine, voire mettre un peu la pédale douce sur sa rhétorique ou sur ses actions anti-israéliennes, étant donné le fiasco syrien récent? Quand je parle de fiasco syrien, je ne parle pas de fiasco vis-à-vis de la guerre en Syrie, mais vis-à-vis de l'installation de bases avancées destinées à ouvrir un second front vis-à-vis d'Israël. Oui, et puis le Hezbollah n'a pas aussi apparemment souhaité participer à la confrontation avec Israël. Donc aussi la relation entre la République islamique et les groupes qu'elle soutient est très complexe. C'est un jeu, c'est pas simplement l'Iran décide et le Hezbollah agit, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est très difficile à imaginer, mais je pense que vraiment tout est possible dans la région. Mais du point de vue des dirigeants iraniens, la situation est très complexe parce qu'ils doivent arbitrer entre ces intérêts de survie, donc de satisfaire la population quand même malgré tout, parce que l'opinion publique, même dans les régimes autoritaires, ça compte. On l'a vu avec la signature de l'accord sur le nucléaire. Mais en même temps, leurs clientèles sont embrigadées sur un modèle idéologique très précis. Donc si vous lisez les manuels scolaires d'histoire iranien, si vous lisez un peu la propagande des Bassidj, donc les mobilisés qui sont plusieurs centaines de milliers en Iran, les gardiens de la révolution. Donc ces institutions-là ont intérêt, si vous voulez, aux sanctions. C'est ce qu'on appelle le complexe obsidonial de la République islamique. Ils se nourrissent de l'hostilité du monde extérieur pour renforcer la répression à l'intérieur.
Pour l'instant, c'est cette mécanique qui l'a emporté. Maintenant, le retour à Ahmadinejad, parce que j'ai vécu en Iran sous Ahmadinejad, je pense que c'est difficile à faire accepter à la population aujourd'hui en Iran. Donc ça va vraiment être un jeu entre ce que la population peut tolérer, ce que les mollahs pensent qu'ils peuvent imposer à leur propre population, et ne pas perdre la face dans la région, à l'étranger, vis-à-vis de leur proxy, vis-à-vis du discours qu'ils ont tenu depuis l'ayatollah Khomeini, depuis la révolution. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, les services de sécurité, donc l'ossature du système, est fondée quand même sur des principes idéologiques. Et Pompeo est maximaliste dans son discours. Hein. Il demande en fait que l'Iran devienne un allié d'Israël et de l'Arabie saoudite. Mais beaucoup d'Iraniens, si vous voulez, en sont arrivés en exil, à la conclusion qu'on ne pouvait pas signer un accord sur le nucléaire, que ce n'était pas réaliste avec les États-Unis, sans avoir un minimum d'entente avec les principaux alliés régionaux des États-Unis, que sont Israël et l'Arabie saoudite. Parce que du point de vue des intérêts de l'Iran, c'est ce qui prévalait sur le régime précédent. En tout cas, il faut un minimum d'entente avec ses voisins. Parce qu'on dit souvent que les États-Unis sont isolés ici en Europe. Mais dans la région, si vous regardez la popularité de la République islamique, il y a plusieurs sondages d'opinion, même dans les opinions, sans parler des États. Le seul pays où la majorité de la population ont une image positive de l'Iran, c'est le Pakistan. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pays où si vous posez la question... Même pas le Liban. Non, c'est une grosse minorité, mais ce ne sera pas la majorité de la population. Et effectivement, moi, il me semble, depuis le début de cette confrontation diplomatique ouverte, que les dynamiques sont extrêmement compliquées à gérer pour l'Iran, plus que pour les États-Unis, qui peuvent s'appuyer sur deux piliers, et chacun d'entre eux, en plus, ne subit pas de plein fouet la pression. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite peut se dire Israël va régler le problème à notre place. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais bon, Israël peut se dire nous sommes soutenus tacitement dans cette région et au-dessus par un allié mondial, la première puissance militaire mondiale. L'Iran, elle a deux, sinon alliés, soutiens qui, la Chine, on l'a vu pendant la période des sanctions, a cherché à plumer l'Iran de la manière la plus vulgaire qui soit. Enfin, franchement, c'était quasiment du racket. Quant à la Russie, rien n'est jamais un cadeau. Oui, vous l'avez dit sur Israël. Quand j'étais en Israël, on a eu une présentation sur le triangle Russie-Israël-Iran. M. Netanyahou, au cours des 22 derniers mois, a fait 9 visites personnelles à Vladimir Poutine. Donc il a négocié en amont d'attaquer en Syrie. C'est très clair. Pour Israël, l'acteur, c'est la Syrie, c'est la Russie maintenant. Donc il y a vraiment un investissement sur la Russie qui va gêner l'Iran, parce que l'Arabie saoudite fait la même chose avec la Russie. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'influence de l'Arabie saoudite et d'Israël sur les États-Unis, mais il y a aussi un facteur pour l'Iran qui est difficile à gérer, c'est l'influence de l'Arabie saoudite et d'Israël sur la Russie. Donc, parce que la Russie, comme c'est une puissance moyenne qui, comme l'Iran, joue au-dessus de sa capacité, elle a besoin d'entretenir des bonnes relations avec des acteurs qui ont des mauvaises relations entre eux. La question pour la Russie, c'est de maintenir ce niveau de conflictualité à un niveau qui est soutenable, pour qu'elle-même puisse maintenir ses relations cordiales avec l'ensemble des acteurs. Donc la Russie n'a pas non plus intérêt, donc on parle beaucoup de médiation russe entre Israël et l'Iran, par exemple. Donc il y a des tentatives comme ça de la Russie de maintenir, si vous voulez, de pacifier la région. Mais le risque, en fait, si vous voulez, c'est que ce complexe obsidonial de la République islamique débouche sur une surenchère sécuritaire, et que finalement, il y a un discours, on le voit déjà aujourd'hui, où tous les problèmes de l'Iran sont liés à Israël, l'Arabie saoudite et Trump. Donc les sanctions aussi sont un outil pour justifier la mauvaise gestion en interne, la corruption. C'était comme ça, quand j'étais en Iran, qu'il y avait déjà les sanctions qui étaient en train d'être mises en place. Donc les régimes autoritaires ont des réponses face à des politiques de sanctions. La question qui est posée là, c'est la survie économique du pays. C'est-à-dire que les États-Unis ont une puissance normative qui est quand même assez importante. Et si toutes les entreprises européennes se retirent, la clé, ça sera l'achat du pétrole. Si les Européens, parce qu'on anticipe déjà une baisse de la production iranienne, donc des discounts à la Chine, donc la Chine va acheter moins cher déjà, donc tous les pays vont tirer avantage de l'isolement de l'Iran. Mais en même temps, si l'Iran arrive à maintenir ses exportations de pétrole vers l'Europe, peut-être l'Iran aura intérêt à ne pas relancer tout de suite son programme nucléaire, pour se donner du temps aussi, trouver des solutions, parce qu'à court terme, on ne voit pas quelle est l'alternative pour l'Iran. Parce que si ils se mettent à dos, en plus des États-Unis,
l'Europe, la Russie et la Chine, là, ce serait un suicide, je pense, économique en tout cas. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Franck Tétart. Deux questions sur l'Arabie Saoudite et la question religieuse. Vous disiez, dans la guerre froide, la première condition, c'est une idéologie. L'idéologie de l'Arabie Saoudite, c'est un sunnisme de type wahhabite. Première question, c'est est-ce que, avec un pouvoir qui a décidé de bousculer ou du moins de refonder, moderniser ce sunnisme, et peut-être même de écarter le clergé wahhabite de la gestion des affaires. On l'a vu sur la question, de manière extrêmement autoritaire, sur la question de l'autorisation des femmes de conduire, où il n'y a pas eu de consultation, ça a été décidé par le prince, point barre. Je ne dis pas d'ailleurs, enfin, je ne suis pas en train de porter des jugements, puisque des jugements positifs ou négatifs, les féministes sont... il vient d'y avoir 5 ou 6 arrestations de militantes féministes en Arabie Saoudite. Je ne pense pas que ce pouvoir soit féministe pour autant. Mais il a décidé de moderniser en apparence son rapport à la société. Pas qu'en apparence, je veux dire, le déplacement des femmes, ça change beaucoup de choses en Arabie Saoudite. Ce n'est pas que de l'apparence. Quand vous êtes une femme saoudienne, le fait de pouvoir aller faire vos courses, de pouvoir aller au travail sans chauffeur, sans chaperon, ça change énormément de choses. Donc je suis curieux de voir le résultat de ça. Et la deuxième question, c'est la disparition, du moins momentanée, de Daesh en tant que projet ou État. Pas en tant qu'idéologie, mais en tant que, du moins, refuge, État, proto-État. Qu'est-ce que ça implique? Ça facilite les choses pour ce camp sunnite qui n'a plus un poignard dans le dos et une surenchère sunnite elle-même dans son propre camp? Alors, on va commencer par la première partie, la première question. Et effectivement, on a aujourd'hui une volonté de l'Arabie Saoudite de montrer une image beaucoup plus moderne, avec effectivement ce projet porté par le roi d'Arabie Saoudite et surtout le prince héritier, Mohammed Ben Salman. S'il a été choisi par son père, c'est d'abord pour les Saoudiens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une société saoudienne qui est très jeune, et qui, du coup, s'identifie beaucoup plus dans un jeune prince d'une trentaine d'années que dans tous ces vieillards qui, jusqu'alors, ont dirigé le pays. Il faut quand même regarder la moyenne d'âge des anciens, des prédécesseurs, y compris d'ailleurs de son père. Et donc, cette volonté de montrer un nouveau visage et de satisfaire la population saoudienne passe aussi par des mesures phares, comme effectivement, et parmi les jeunes, il y a beaucoup de femmes, de cette autorisation de conduire. Je vous rappelle que c'était le dernier État au monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Et puis, on voit un certain nombre de mesures qui ont également été prises sur tout ce qui est le domaine culturel, avec l'ouverture de salles de cinéma qui étaient interdites depuis les années 80 en Arabie Saoudite, de salles de loisirs, un certain nombre de lieux de divertissement qui sont en construction. Et puis, derrière tout ça, il y a une vision. Il y a une vision économique, qui est la vision 2030, et qui vise à faire sortir l'Arabie Saoudite de sa dépendance économique au pétrole, et du coup une véritable politique de diversification économique avec un certain nombre de projets. Alors évidemment, ces projets sont souvent des projets qui sont très coûteux, et on a encore un certain nombre de questionnements sur le financement de ces projets. Vont-ils être complètement financés? Qui va les financer? Est-ce que c'est l'État saoudien? Est-ce que ça va être ouvert aux investisseurs étrangers? Mais en tout cas, en termes d'image, vous avez raison de le souligner, il y a une volonté pour le régime de se montrer sous un nouvel aspect et donner une image de modernisation. Alors peut-être qu'on est Et ça l'affaiblit ou ça le renforce dans le cadre d'une guerre
d'une lutte idéologique contre un autre régime qui a fait de l'islam politique la base de son identité. Je parle de la République islamique d'Iran, évidemment. Je ne sais pas si ça va l'affaiblir ou le renforcer. En tout cas, ces mesures sont avant tout des mesures pour les Saoudiens, d'une part, et une façon aussi de consolider le régime face à des menaces. On évoquait tout à l'heure le printemps arabe. Si le printemps arabe n'est pas passé par Riyad, c'est parce que Riyad a beaucoup investi pour éviter que le régime puisse être déstabilisé. Donc on a aussi toujours pour les Saoudiens cette menace, en tout cas ce qui est vu comme une véritable menace, ce sont les frères musulmans. Et donc on fait tout pour que ces frères musulmans ne soient pas l'alternative à la dynastie saoudienne et à cette monarchie. Donc effectivement, en voulant montrer que ce royaume est aussi capable de se moderniser, c'est d'abord pour les Saoudiens. Après, en termes à l'échelle régionale, je crois qu'ils ont aussi constaté qu'un peu plus d'ouverture facilitait et l'interaction dans le cadre de la mondialisation. Et si on pense à Dubaï, où on a une image d'une cité très développée et où on a effectivement des femmes qui conduisent, qui ont un certain nombre d'avantages qu'on ne trouve pas en Arabie Saoudite, effectivement, ça a contribué largement à l'intégration des Émirats Arabes Unis dans la mondialisation. Et donc je pense que les Saoudiens sont aussi... Il y a un secteur qu'ils veulent développer, c'est le tourisme. Aujourd'hui, le seul tourisme en Arabie Saoudite, c'est le tourisme religieux, puisque l'ensemble du territoire est considéré comme un lieu sacré. Et donc qu'une personne non musulmane ne doit absolument pas pénétrer. Donc en voulant créer, notamment sur la côte de la mer Rouge, comme l'ont fait les Égyptiens il y a déjà une trentaine d'années, en mettant en place des complexes touristiques qui seraient quasiment réservés aux étrangers. Donc on va très loin dans la volonté d'ouverture et de changement. Après, est-ce que c'est une réalité en trompe-l'œil? On peut effectivement se poser aussi la question. Et alors par rapport à la fin de Daesh, la fin de Daesh. Est-ce que c'est quelque chose qui facilite la cohésion de l'axe sunnite, puisqu'il y a un concurrent idéologique qui est éliminé, ou du moins en tout cas territorialement? Alors effectivement, la fin d'une présence territoriale forte aux portes de l'Arabie Saoudite, effectivement, était aussi une inquiétude et une menace pour Riyad. Maintenant, on voit que cette idéologie, elle s'exporte, et donc l'inquiétude se retrouve reportée et dans le Sinaï égyptien et en Asie centrale, et notamment en Afghanistan, et des attentats revendiqués, que ce soit en Indonésie ou en Occident, par ce groupe Daesh. Donc l'idéologie reste là. Et malheureusement, je crois que c'est surtout ça qui reste, et c'est là où effectivement les choses restent complexes. Alors, du point de vue iranien, la fin de Daesh, c'est un peu dommage. On peut moins intervenir en Irak. Non. Non, parce que d'abord, on peut moins vendre à son opinion qu'on est là pour défendre le pays. Donc, pour la République islamique, mais même pour les Iraniens, d'abord, c'est pas la fin de Daesh, parce que Daesh est en train de réémerger en Afghanistan. Donc, cette fin de Daesh, vous parlez parce que vous voyez du Levant. Mais dans la région Afpak, les Iraniens savent très bien, vu la situation des communautés chiites, dans cette zone où moi je me rends souvent, elle est terrible. Donc, non, je dirais que malheureusement, ce qui se passe pour l'Iran, ce qui se passe en Syrie, c'est un peu la réédition, même si c'est des outils de propagande, de ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est-à-dire, et ils partagent ça avec la Russie. Donc tout à l'heure, on a parlé de ce qui réunissait l'Iran et la Russie, c'est cette perception, dans le cadre d'une théorie du complot, que finalement, l'Occident et les djihadistes sunnites, on entend ici aussi de l'extrême droite, seraient main dans la main. Donc les talibans, les Américains, Daesh, les États-Unis, parce que la guerre d'Irak a permis, si vous voulez, l'émergence de Daesh. Donc dans une reconstruction théorie du complot, on arrive à démontrer, en montrant que Jallouleddin Arani était quand même l'allié des Américains dans les années 80, aujourd'hui l'ennemi des États-Unis, qu'il y a une
connivence. Mais c'est faux parce qu'il y a des changements d'alliance, ponctuellement contre le communisme, c'est vrai qu'il y a eu la question des Moudjahidines, mais dans les Moudjahidines, il y avait aussi des Hazaras, des chiites, donc la situation était beaucoup plus complexe. Donc, si vous voulez, mais ce discours est puissant, c'est ce que Khomeini appelait l'islam américain. Et c'est vrai que dans le Golfe, si vous regardez le mélange un peu de sous-culture américaine et d'islam wahhabite, malheureusement, il y a une certaine forme de réalité. Mais ça ne veut pas dire que c'est une grille de lecture géopolitique qui permet de comprendre les conflits. Donc, mais si vous voulez, les réémergences de Daesh, au contraire, en Afghanistan, va conduire la Russie et l'Iran à changer leur position, même les Américains d'ailleurs, hein, vis-à-vis des talibans. Donc on voit une reconfiguration où les talibans apparaissant comme islamo-nationalistes. Je sais qu'il y a M. Lefebvre qui va venir ici prochainement, qui fera une conférence sur l'Afghanistan. Je vous engage à voir, d'ailleurs. Je vous recommande vivement également, parce que c'est un sujet qui n'est pas assez évoqué. Pour l'Iran, c'est vraiment une préoccupation. Et si vous regardez les violences anti-chiites au Pakistan et en Afghanistan, notamment à partir des années 80, il y a clairement un lien, si vous voulez, entre la politique du général Zia au Pakistan d'islamisation du pays et le fait que les chiites se sont organisés en tant que communauté dans ce pays. Et si vous voulez comprendre pourquoi des combattants chiites afghans et pakistanais vont se battre en Syrie, il faut comprendre aussi ce qui s'est passé dans ces pays, dans ces sociétés, et à quel point les chiites ont été marginalisés, maltraités et victimes de discrimination. Encore aujourd'hui, si vous voulez dans une mosquée chiite au Pakistan, vous devez passer de très nombreuses barrières de sécurité. Vous êtes clairement une cible. Donc c'est une menace de tous les jours. Et c'est vrai que l'Iran a beaucoup investi donc financièrement pour l'éducation, des centres de santé, parce qu'il y a une déficience de l'État dans ces pays. Et il y a une influence iranienne qui est importante. Maintenant, le Pakistan étant lié avec l'Arabie Saoudite et l'Afghanistan étant un pays quand même qui a une relation très complexe avec l'Iran, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est trop long. Mais en tout cas, c'est sûr que pour l'Iran, la situation n'est pas bonne sur ce plan-là non plus. D'ailleurs, dans le discours de Mike Pompeo, on dit que l'Iran soutient Al-Qaïda. Je pense qu'il y a beaucoup d'idéologie, si vous voulez, aussi dans le discours, le récit, si vous voulez, des néoconservateurs américains sur l'Iran. Donc, il faut, quand on déconstruit la propagande iranienne et russe, il faut aussi déconstruire la propagande des États-Unis. Je pense que c'est important. Après, c'est une question de degré. Il y a des anachronismes. C'est-à-dire que oui. 2002, Al-Qaïda a beaucoup transité par l'Iran et avec reconnaissance de cause. Oui, mais c'est après dans la région, ponctuellement, on peut s'entendre avec un groupe au niveau local pour tuer quelques soldats américains. Tout est possible. Hein. Les Américains aussi, quand ils agissent dans ces pays-là, notamment, oui. Voilà, je pense qu'ils sont très pragmatiques également. Donc, mais je pense que quand même, l'allié des Iraniens, je suis allé en Afghanistan pour étudier ça, ce sont les Hazaras, ce sont les mêmes alliés que les États-Unis. Donc, on ne peut pas dire que la politique iranienne, c'est que ça. Après, bien sûr qu'il y a une part d'instrumentalisation d'acteurs locaux pour des objectifs stratégiques. Et c'est ça qui nourrit les théories du complot, d'ailleurs. Parce qu'à partir d'un exemple qui est une exception plutôt que la règle, on va construire tout un récit qui est une relecture de l'histoire, finalement. On le voit, à Peshawar, il y a des livres qui sont publiés dans les bibliothèques qui s'appellent « La trahison de l'Occident ». L'Occident a trahi les djihadistes. Oui, de leur point de vue, parce qu'ils étaient soutenus, tous les services secrets étaient là-bas dans les années 80. Donc il y a aussi, c'est pas, la réalité est complexe. Donc il faut bien étudier les sources dans chaque région et voir les évolutions, mais il y a des changements d'alliance. Et c'est vrai que localement, on prête souvent, dans une relecture de l'histoire, on oublie ces changements d'alliance. Merci. Bon, moi j'ai posé assez de questions, j'en avais encore une, mais je vais la garder au cas où. Mais c'est à vous. Voilà. Merci, bonsoir. Une question pour Clément Terme. Bon, on a évacué peut-être un petit peu vite le cas de l'Europe. Enfin, je veux bien reconnaître que on ne va pas dire que le verre est à moitié plein, mais il n'est pas non plus complètement vide. C'est-à-dire que l'Europe a au moins pris position pour essayer de dégager une diplomatie qui soit indépendante, autonome vis-à-vis de celle des États-Unis. Moi,
je pense qu'il n'y a pas vraiment de... L'Europe n'étant pas un État, je pense qu'il n'y a pas de diplomatie européenne, malheureusement. Hein. Je pense que, vu les relations internationales aujourd'hui, peut-être c'est une nécessité, mais c'est plus un combat. Mais je dirais, pour résumer, le sentiment des milieux d'affaires, c'est trop peu et trop tard. C'est-à-dire qu'on savait que cette décision allait être prise, on savait que les sanctions allaient être rétablies. Pourquoi n'a-t-on rien fait avant? Pourquoi a-t-on laissé les banques françaises se faire sanctionner depuis plusieurs années, etc. C'est tout simplement parce qu'on ne peut pas se substituer aux logiques de marché. Je pense qu'il y a des logiques économiques. Les déclarations politiques, ce volontarisme politique est lié aussi à l'opinion publique française. 7 Français sur 10 sont pour la poursuite des relations économiques avec l'Iran. 55% des Français pensent que Macron est trop proche des Américains. Donc je pense qu'il y a beaucoup de communication là-dedans, si vous voulez, dans ces déclarations. Et que sur le plan opérationnel, si vous demandez aux entreprises, bon, certaines sont là, je pense que ça n'a pas infléchi leur décision de se retirer d'Iran. Pour compléter, je n'ai pas la compétence de Clément Terme, mais je suis assez pessimiste là-dessus. C'est-à-dire que l'Europe, vous avez des pays qui n'ont pas d'intérêt en Iran et qui trouvent que Trump, c'est très bien. Donc lorsque vous allez devoir voter à 28 la mise en place d'un mécanisme de contre-sanction, est-ce que vous pensez franchement que la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Bulgarie vont voter un mécanisme de contre-sanction contre les États-Unis, alors qu'ils sont beaucoup plus fragiles envers... D'abord, ils sont idéologiquement parfois plutôt d'accord avec la démarche de Trump, et politiquement, ils sont d'accord avec Trump. Ils n'ont aucun intérêt en Iran à défendre. Alors là, franchement, je doute énormément. Ce que j'observe aussi, et c'est un indice, c'est que Total, qui a été tout à fait capable de mettre en place, dans le cadre du champ de Yamal 1 en Russie, qui est l'un des plus gros gisements de gaz qui vient d'être mis en service, malgré les sanctions américaines, tout un mécanisme pour pouvoir contourner le dollar sur ce contrat-là. Quelle a été sa première réaction sur l'Iran? C'était de dire nous sommes prêts à céder nos parts à Sinopec, enfin, ou aux Chinois. Il ne me semble pas que Total se soit mis en ordre de bataille en disant on va réussir à trouver un mécanisme financier qui va nous permettre de financer nos projets et échapper à ces sanctions, sachant en plus le nombre des investissements de Total dans le pétrole de schiste américain. Je pense que pour eux c'est assez vite vu, même si c'est un crève-cœur de leur point de vue. Mais franchement, je suis pessimiste là-dessus. Alors, pour continuer sur ce thème-là, moi j'aurais une question un petit peu juridique sur le mécanisme des sanctions. En fait, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi, par exemple, un investissement d'une banque européenne effectué en euros pourrait être sanctionné par les États-Unis. Est-ce que vous pourriez, pour peut-être expliquer pourquoi, par exemple, un investissement chinois effectué en yuan n'est pas sous la coupe de la même menace, en fait? Qu'est-ce qui fait que les entreprises européennes se sentent plus menacées que les entreprises chinoises? Est-ce que c'est la Chine qui fonctionne plus en vase clos que les Européens? En fait, il y a des lois d'extraterritorialité qui font qu'une loi américaine, elle est valide sur l'ensemble de la planète. Donc, du coup, dans cette mondialisation où tout est lié, y compris les monnaies, et donc l'euro étant lié d'une façon ou d'une autre est convertible au dollar, les banques européennes sont bloquées lorsqu'il va s'agir de pouvoir financer de tels projets. On peut être puni en dollars sur une transaction effectuée en euros, oui. C'est ça? Oui, et parce puis que vous possédez dans vos fonds propres des dollars. Et donc, ils ne font pas de différence. En revanche, le yuan, en tout cas à l'époque des sanctions pré-accord nucléaire de 2015, n'était pas convertible. Je ne sais plus où on en est, puisqu'il y a un projet d'aboutir à une convertibilité du yuan, mais ce n'était pas le cas. Donc, n'étant pas convertible, ce n'était pas une monnaie d'échange mondial. C'était une monnaie d'échange bilatéral entre deux banques centrales. Et ensuite,
la Chine avait quand même appliqué certaines sanctions, c'est-à-dire notamment le blocage des fonds iraniens. L'Iran était quasiment pas payé, en fait c'était du troc. Et l'argent était bloqué dans la banque centrale chinoise qui disait on vous les rendra le jour où. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Troisième chose, c'est effectivement c'est le problème de votre présence aussi aux États-Unis. C'est qu'est-ce que vous avez à perdre? Il y a un seul petit établissement français qui c'est un établissement financier. Il y avait deux. Deux. De Lubac et Wormser. Voilà, je connaissais Wormser, mais je connaissais pas de Lubac. En fait, ils vont couper. C'est ça qui est intéressant, parce que même eux, ils passent pas par le dollar, c'est euro, rial. Mais selon mes collègues du Centre français des affaires à Téhéran, on a fait une conférence à l'IFRI, ils ont déclaré qu'ils ont demandé à leurs clients de fermer les comptes parce que le rial a été sanctionné, la monnaie iranienne. Donc ils ouvrent des comptes en rial. C'était ça leur spécificité. Donc même eux qui servaient à financer les échanges commerciaux France-Iran... Et qui s'étaient spécialisés là-dedans, qui ne faisaient que ça en voilà, fait. Il n'y avait pas d'autres... non, c'est une banque familiale, donc il y avait quand même des clients autres que... L'activité Iran n'était pas tout, mais disons qu'à l'international, il n'y avait pas d'activité américaine. Donc même sans exposition au risque américain, on peut avoir... Mais les Chinois aussi sont sensibles aux sanctions américaines, ça a été dit. Mais il y a des entreprises chinoises, il y a des listes d'entreprises chinoises qui sont sanctionnées. Donc après, dans la négociation commerciale, il y a eu un accord Chine-États-Unis récemment. Par contre aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois, les Russes, etc., ils vont vendre l'Iran contre leurs intérêts. C'est-à-dire que Trump, il va devoir céder sur d'autres points vis-à-vis des Russes et des Chinois pour les convaincre de sa politique sur l'Iran. C'est-à-dire que la politique américaine mettant sa priorité sur l'Iran, ça va aussi redéfinir les relations en États-Unis-Russie, États-Unis-Chine, etc. Parce que tout le monde va négocier sa part de marché en Iran contre des avantages aux États-Unis, etc. Des exemptions de sanctions autres, notamment il y a pas mal de sociétés russes qui souffrent des sanctions américaines pour acheter tel ou tel matériel. Et qui vont pouvoir négocier leur retrait d'Iran contre effectivement l'accès à des matériaux de pointe qui leur étaient interdits, notamment dans l'industrie pétrolière. Oui, vous avez terminé votre intervention en disant que les pays il y avait très peu de pays finalement musulmans, enfin autour de l'Iran, dans le monde musulman, qui soutenaient l'Iran. Si on posait la question. Et moi, je n'arrive pas à comprendre, mais depuis toujours, cette haine de l'Iran. C'est-à-dire, y compris des États-Unis d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, c'est pas un concurrent économique. Et par ailleurs, parmi beaucoup de pays musulmans, c'est quand même un des seuls qui a un peu qui s'en sortent pas trop mal économiquement quand même, l'Iran. Pas économiquement, du point de vue de ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Sans le soutien, voilà, sans le soutien, disons. Et j'arrive pas à comprendre. Donc si vous avez une idée, j'ai suivi tout ce que vous avez dit là, mais ça ne m'a pas bien éclairé là-dessus. Pourquoi l'Iran est-il espèce d'ennemi épouvantail pour tout le monde? Je comprends pas. Non, on va prendre les questions. Et puis il y en a deux derrière. Moi, je voulais juste avoir un éclairage. J'ai entendu parler qu'il y avait eu des relations entre l'armée française récemment et l'armée des États-Unis. Pourquoi? Alors, sur ce point, je vais vous répondre très rapidement. C'est que, en fait, l'armée française et l'armée américaine font partie de la même organisation qui s'appelle l'OTAN et mènent des opérations et des entraînements communs en permanence dans le cadre de cette alliance où la France ne faisait pas partie jusqu'à 2010 à peu près du commandement intégré, comme le général de Gaulle l'avait décidé en se retirant de cela, même si la France était membre de l'OTAN, mais pas membre du commandement intégré. C'est de nouveau le cas depuis Nicolas Sarkozy, ce qui fait qu'il y a une coopération encore plus étroite des deux armées. Et d'ailleurs, une des illustrations, ça a été les frappes en Syrie récentes, qui ont été coordonnées entre les deux pays. Voilà, donc c'est pas du tout caché ni secret.
C'est... C'est tout récent quand même, donc c'est un rat en guerre. Non, mais ça, c'est en permanence qu'il y a des entraînements. Hein. En fait, les militaires français, ils sont sur les bases américaines. Par exemple, il y a aussi la coalition Condèche. Donc, il y a, par exemple, à Manama, où j'habite, il y a une base militaire, la 5e flotte. En permanence, vous avez des militaires français qui coordonnent leurs activités avec l'Iran de manière continue et permanente. Depuis... Avec les États-Unis, ouais, je me suis trompé. Ouais. Avec l'Iran, il y en a qui essayent d'envoyer un attaché militaire, mais ils n'y arrivent pas. Voilà. Avec l'Iran, c'était il y a longtemps. Peut-être sur l'acceptation régionale, enfin ou le rejet régional de l'Iran. En fait, non, mais les États-Unis, oui, mais c'est en fait assez récent puisque 1979, révolution. Avant, il faut savoir que la stratégie américaine, elle reposait et sur l'Arabie Saoudite et sur l'Iran face à l'Union soviétique dans le cadre de la guerre froide. Donc on avait cette théorie des deux piliers et on avait d'ailleurs un Iran qui était aussi très proche d'Israël puisque c'est le deuxième État à avoir reconnu l'État d'Israël en 1948. Donc on a cela. Qu'est-ce qui va se passer? On a cette prise d'otage à Téhéran de l'ambassade américaine. C'est ça. Vous voulez dire qu'ils sont toujours sur oui. Oui. C'est un traumatisme politique aux États-Unis. Exactement, oui. Et donc, ça va être ensuite instrumentalisé avec cet axe du mal auquel appartient l'Iran. Oui, c'est ça. Et que tous les terroristes viendraient d'Iran. Voilà, et en fonction des administrations. Je pense que les deux sont assez contents de caricaturer comme ça. Il faut toujours avoir un ennemi pour pouvoir mener des politiques. L'actuel régime iranien en rajoute un petit peu aussi sur la diabolisation. Enfin, demander aux Iraniens, peut-être. Non, je ne parle pas de l'intérieur, là. Je parlais par rapport il ne s'agit pas de dire ça. Le grand Satan, c'est... Alors, par rapport aux autres pays musulmans. Ah oui, tout à l'heure, vous êtes... Non, c'était à monsieur que je parlais. Attention, Christophe. Je vais répondre. Tout à l'heure, vous avez dit effectivement... Non, c'est un sondage que j'avais lu. Non, le Pakistan, je vous explique en plus. Le Pakistan, le pays où l'Iran est populaire, c'est à cause de Rumi, de l'héritage littéraire persan. Vous allez retrouver aussi cette fascination pour l'histoire littéraire, poétique de l'Iran. Ils partagent cet imaginaire avec les Afghans. Une partie, parce que l'ourdou, la langue du Pakistan, est très proche du persan, le Tadjikistan. Mais si vous voulez, le problème qui s'est posé après la révolution islamique, il y a eu la prise d'otages qui a été mentionnée, il y a eu l'attentat du Drakkar qui a tué des marines américains et des soldats français qui est un grand traumatisme, les otages au Liban. Donc il y a eu la guerre Iran-Irak, donc on était quasiment la France co-belligérant contre l'Iran. Donc il y a eu, si vous voulez, le petit Satan. La France était le petit Satan en Iran dans les années 80. Le grand Satan était les États-Unis. On criait mort à l'Amérique aussi à la mosquée tous les vendredis. On crie toujours. Donc il y a aussi une forme de prophétie autoréalisatrice dans la fabrication de l'ennemi, si vous voulez. À force de désigner l'ennemi se reconnaît, évidemment. Parce qu'on dit toujours l'Arabie Saoudite, l'Iran. Mais l'Arabie Saoudite, il ne crie pas mort à l'Amérique tous les vendredis dans des cérémonies officielles de l'État. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est la rhétorique, si vous voulez, de la révolution iranienne. Si vous lisez les écrits de l'ayatollah Khomeini, je vous engage à lire tous ses livres, vous verrez pourquoi aussi. Donc il faut comprendre aussi les fondements idéologiques de la politique étrangère de l'Iran qui expliquent pourquoi cela a suscité à la fois en Occident, qui était désigné comme l'ennemi, et dans la région, parce qu'il y avait une compétition, si vous voulez, pour le leadership du monde musulman. À ce moment-là, l'Iran a voulu contester à l'Arabie Saoudite son rôle de leader de la communauté musulmane, alors que le Shah d'Iran ne se souciait pas de cette dimension religieuse. Voilà. Donc c'est un peu deux éléments comme ça, mais après c'est très complexe. Hein. Vous pouvez faire une autre conférence sur votre question. Irémo va organiser prochainement. Je pense qu'il y a deux personnes quand même, ce serait bien d'avoir leurs questions. Et peut-être les deux dernières. Pour moi, bonsoir. Ce n'est pas une question. Je voudrais souligner deux points de vue. L'un sur, toujours on parle de régime change en Iran. Je voudrais dire, avec les sanctions américaines contre l'Iran, c'est le peuple iranien qui subit ces sanctions, ce n'est pas le gouvernement. Alors, pour connaître le peuple iranien, je voudrais dire que
Au contraire, qu'on pense avec les sanctions américaines, on peut changer le régime. C'est au contraire parce que le peuple iranien, contre les attaques par l'extérieur, sont en solidarité. L'exemple est la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et aussi dans le sujet du nucléaire, les sondages en Iran, la plupart étaient pour que l'Iran avoir bombe atomique, même malgré que le guide suprême il a dit que nous ne suivons pas. Parce que vous savez que pendant l'histoire iranienne, quand on parle de la menace et en comparaison l'Iran avec l'Arabie saoudite, c'était toujours les pays voisins, les pays arabes qui attaquaient l'Iran. Même l'islam qu'on critique, l'islamisation d'Iran, c'est de la part des Arabes. C'est l'Arabie saoudite qui a attaqué l'Iran et a apporté l'islam en Iran. Et toujours l'Iran, sa politique était défensive. Même son intervention en Syrie était contre Daesh pour la lutte contre le terrorisme. Alors, je voudrais dire que ce n'est pas juste qu'on compare dire l'Iran est menace de la région, parce que l'Iran ne suivait pas la guerre. Je vous remercie pour votre opinion, madame. Bon, tout le monde ne la partage pas sur un certain nombre de points, notamment sur la question de l'intervention iranienne en Syrie, où je n'ai pas forcément eu l'impression que l'Iran venait combattre Daesh en priorité. Mais ça fera l'objet d'un autre débat sur la Syrie. Je pense que monsieur avait aussi une question. Oui, j'ai trois remarques à faire, sans être pro ou contre l'Iran ou le gouvernement iranien. Alors, je juge sur les faits et les causes et la réalité de la société iranienne. D'abord, c'est la constitution iranienne. Après, c'est la pression des Iraniens. Quand vous dites peuple iranien, il faut quand même définir le mot peuple iranien. Et la pression que les Iraniens exercent sur l'État. Et le troisième, c'est le problème nucléaire. Alors, d'abord, la Constitution, c'est stipulé clairement dans la Constitution iranienne que la République islamique de l'Iran doit soutenir les opprimés et doit être contre les oppresseurs. De quoi s'agit-il? Ça veut dire, s'il y a un État ou un gouvernement qui va envahir un autre pays, l'Iran est contre, selon la Constitution, j'ai dit. Et c'est la racine de soutien de l'Iran, de gouvernement iranien au peuple palestinien. Ça, c'est le premier point. Je ne dis pas que l'État iranien a mis en pratique ou en application tous les articles de la Constitution. Je dis que ça existe. C'est la base juridique, si vous voulez dire idéologique, je dirais plutôt juridique de soutien que l'Iran donne en priorité au peuple palestinien. Et pourquoi l'Iran a soutenu Hezbollah? C'est parce que Hezbollah a combattu les Israéliens et Hezbollah a soutenu les Palestiniens. Deuxième point, c'est la question de pression publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez parlé de l'influence iranienne, l'opportunisme iranien, arc chiite, je ne vais pas discuter de ça, mais je veux dire que quand Daesh a commencé à sortir du boulevard, et ils ont commencé à exploser et détruire les lieux sacrés des chiites, il y a eu une pression énorme de la part du peuple iranien contre ce fait. Et ils voulaient partir, les gens voulaient partir en volontariat pour combattre contre le Daesh.
en fait, le gouvernement a régularisé pour aller, au lieu de laisser les gens partir comme ça, ils ont intervenu. Laissez-moi finir, voilà. Et puis, ils ont allé en Irak et ils ont allé en Syrie. Je ne discute pas que l'Iran a été pro-Syrie ou contre le Syrie. Assad ou contre Assad, c'est autre chose, c'est à vous de discuter. Mais je parle de la société iranienne. Et le troisième, c'est cette histoire nucléaire. Alors, le nucléaire a été... Peut-être vous allez dire que le gouvernement a manipulé, mais le nucléaire dans la société iranienne a été un moyen de cohésion et un moyen de surgissement de nationalisme iranien. Et maintenant que cet accord nucléaire est jeté par Donald Trump, moi je ne pense pas que les Iraniens vont descendre dans la rue et ils vont dire vive Donald Trump et mort à la République islamique. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de lever ce débat.